Bonjour chers téléspectateurs et vous qui nous suivez sur YouTube, Facebook et TikTok. Bienvenue dans votre émission Vox Hebdo sur Vox TV. Pour ce numéro, nous avons la descente du président tchadien sur le terrain au lendemain de l'attaque de ses soldats dans la zone du lac Tchad. La lancinante question de gestion des ordures ménagères et la sortie médiatique de Mathias Nzon, président de l'ARD, qui propose un dialogue apaisé. Avec moi sur ce plateau, Jean-Clotaire Imbou, directeur des publications de Présence économique. Bonjour Jean-Clotaire. Bonjour. En face de Jean-Clotaire, nous avons Albert Mianzukuta, directeur des publications de la Semaine africaine. Bonjour. Il est devenu un habitué de Vox Hebdo. Bonjour Albert. Bonjour. Et en face de Albert, à côté de Clotaire, nous avons Evrad Tigasumba, journaliste sportif à DRTV. Nous allons aborder notre premier sujet qui nous amène au Tchad, où le président tchadien a effectué une descente sur le terrain au lendemain de l'attaque de ses troupes. En personne, le 28 octobre 2024, le président Mahamat Idriss Déby Itno a remonté le moral de ses troupes suite à une attaque du groupe terroriste Boko Haram sur une base militaire qui a fait plus de 40 victimes dans les rangs de l'armée tchadienne. En réaction, le chef de l'État a déclenché l'opération Askanit dans la province du lac Tchad. Objectif pour le dirigeant tchadien, poursuivre et traquer les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement. Ce qui s'est passé est tragique. En tant que président de la République et chef suprême des armées, je ressens profondément la perte de chaque soldat. C'est une douleur immense. Toutefois, ce n'est pas le moment de pleurer. J'ai ordonné le lancement de l'opération Askanit pour traquer ces terroristes jusqu'à leur dernier repère. Où qu'ils se trouvent, ils regretteront leur acte, ils seront punis. Aux populations de la province du lac Tchad, la présidence a renouvelé son engagement à garantir la stabilité. Du côté du gouvernement, le Premier ministre Alamaï Alina a exprimé ses condoléances et sa solidarité aux familles des victimes et aux blessés de l'attaque. 3 jours de deuil national ont également été décrétés par le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Je rassure le peuple tchadien, nos forces de défense et de sécurité maîtrisent pleinement la situation. Le récent incident violent est survenu 4 ans après une attaque qui avait donné lieu à l'opération dénommée Colère de Bohoma, une offensive militaire contre Boko Haram orchestrée par le défunt président Idriss Déby Itno. Cette opération a rétabli la paix dans la localité avec la réouverture des écoles, des hôpitaux et la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire. Selon des données officielles, les attaques des groupes armés ont entraîné plus de 220 000 déplacés de mai à juin 2024 dans la province du lac Tchad. Bien, nous avons vu dans cet élément comment le président tchadien est allé remonter le moral des troupes après avoir subi une attaque très violente de la part des assaillants. Alors, Albert, c'est cet acte du président tchadien, un acte de bravoure ou de courage? Comment on peut qualifier ces agissements du président tchadien? En tout cas, un acte obligé parce que nous sommes ici malheureusement dans une tradition de attaque, contre-attaque, répression et qui ont déjà coûté la vie donc au père du président actuel du Tchad, M. Idriss Déby Itno. Et il ne fallait donc pas s'attendre à moins que cela, à moins qu'une riposte contre les djihadistes qui, d'ailleurs pour une fois, ne se sont pas exprimés, n'ont pas revendiqué leur acte, mais que tout le monde suspecte d'être partis du Nigeria pour venir attaquer les populations autour du lac Tchad. Un lac Tchad qui est devenu, un lieu stratégique important pour la région. Vous savez que c'est l'unique étendue réserve d'eau douce dans la région désertique et qui fait le partage donc entre le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun. Ce sont donc des données à prendre en considération. Lac Tchad qui est devenu d'ailleurs un point de ralliement aussi bien pour les humains que pour les animaux, puisque, comme je le dis, c'est
la seule étendue d'eau douce dans le secteur. Mais le président du Tchad, nous l'avons entendu, donc promet de punir jusqu'au dernier. Bon, ça, ce sont les propos d'un chef d'État, d'un guerrier d'ailleurs. Oui, est-ce que ce geste était-il nécessaire? Certainement, certainement. Et puis, comme je le dis, c'est dans la tradition. Le président du Tchad est d'ethnie Zagawa, et ce sont des gens qui appliquent un tout petit peu la loi de œil pour œil, dent pour dent, et donc lorsqu'ils sont attaqués, ils se sentent dans l'obligation directe de rétorquer. Donc c'était un acte obligatoire, au moins dans la tradition de ce que nous avons toujours connu ici jusque-là. Et puis voilà, est-ce que cela suffira à calmer les ardeurs de Boko Haram? J'en doute, mais enfin voilà, c'est fait. Là, ça sera une autre paire de manches. Alors, Clotaire, un président de la République qui descend presque sur le terrain des affrontements, est-ce que c'est pas trop prendre des risques? En tout cas, pour ce qui est du Tchad, ce n'est pas trop prendre de risques. Pour la simple raison qu'il y a une question de communication avec une communauté. Monsieur Nzoukuta vient de le dire, Albert le dit, les Agawa, ils ont cette culture du front. N'oubliez pas que le père de l'actuel président, Idriss Déby, est mort au front, vers la Libye. C'est comme... c'est dans le sang. Voilà, c'est une tradition de montrer que l'on monte au créneau pour défendre le pays. En réalité, si s'intègre le pays, je ne vois pas pourquoi qu'est-ce qu'un chef d'État serait obligé de monter alors qu'il a un état-major, il a tout ce qu'il faut pour que il puisse répondre à une attaque, surtout des groupes armés. Je crois que c'est un message qui est plus adressé à la communauté des Agawa que à l'ensemble du peuple tchadien qui a besoin d'un chef d'État pour résoudre les vrais problèmes qu'il y a au pays. L'armée tchadienne est l'une des meilleures armées dans la sous-région. Ils ont tout ce qu'il faut comme personnel, ils ont tout ce qu'il faut comme matériel. Oui. N'oubliez pas que il y a à peine quelques mois encore, près de 180 généraux ont été mis à la retraite. Si on a pu mettre une telle flopée de généraux à la retraite, ça signifie que on en a encore en réserve qui peuvent se permettre d'aller sur le front au lieu que ce soit le chef de l'État lui-même, qui est aussi général 4 étoiles. Hein. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Aussi jeune, il est déjà général 4 étoiles, pour monter au front. Mais tout cela relève justement d'une communication dont nous ne pouvons pas ici en connaître la profondeur. À plus de 1000 kilomètres de Djamena, je crois que il y a des choses qu'il y a là dont nous n'avons pas la maîtrise pour ce qui concerne la communication interne au niveau même du peuple tchadien. Evade, est-ce que cette visite est importante pour remonter les troupes? Dans ces conditions, les troupes sont-elles rassurées? Oui, justement, mes deux prédécesseurs l'ont dit, cette visite a tout son sens parce que sachant déjà que c'est pour galvaniser les troupes et renforcer le dispositif existant au lendemain de cette attaque des assaillants. Et donc, le président tchadien avait vraiment pensé descendre pour remonter le moral des troupes. Et cela va de soi, hein, parce que généralement, lorsqu'on est un chef de guerre, on essaie un peu, on reste on est chef d'État ou chef de guerre, parce que non, c'est-à-dire que là, il est chef d'État, mais en même temps aussi, il est chef de guerre parce que c'est lui qui incarne l'armée, c'est lui qui est, en fait, c'est le chef suprême de l'armée. Donc, je pense qu'il a, il va de soi, il avait raison d'aller galvaniser le moral des troupes, de ses troupes. Et vous le savez, comme l'ont su le dire mes prédécesseurs, dans cette partie de la Tchad, il y a beaucoup d'attaques, hein, beaucoup d'attaques qui se répercutent de temps en temps. Et là, sa présence a lancé un signal fort envers ses assaillants pour dire que si vous revenez encore à la charge, je pense que vous allez essayer un peu d'avoir encore plus de représailles que cela. Et cette contre-offensive lancée par l'armée tchadienne dans cette partie, je pense que
pourrait aussi peut-être avoir un peu de conséquences du point de vue de la population, parce que la zone est beaucoup habitée et aussi c'est une zone enclavée. Et donc, il faut éviter dans cette contre-offensive qu'il y ait aussi d'autres pertes en vies humaines du côté de la population qui n'auront pas réglé la situation. Est-ce que bon, aussi, je m'interroge comment est-ce que les rebelles sont arrivés jusqu'à atteindre les positions de l'armée tchadienne, sachant que l'armée tchadienne, comme on l'a dit, Monsieur Clotaire, est bien équipée et c'est l'une oui, ça ce sont les questions que les spécialistes pourront regarder parce que, comme a dit Clotaire, nous sommes très loin du Tchad, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait l'acte posé par le président. Quand lui-même il descend dans une zone trouble, nous avons, vous l'avez évoqué, que c'est pas la première fois. Oui, son père est mort dans ces conditions. Est-ce que lui, quand il est descendu, s'est-il assuré que vraiment il n'y a pas de problème? Oui, certainement qu'il s'est rassuré parce que quand nous avons suivi tout à l'heure le reportage, vous voyez tout autour de lui comment le dispositif sécuritaire a été un peu placé et je suppose qu'il n'y avait pas assez d'inquiétude dans ce sens. Déjà, tenant compte des informations en avant, on ne descend pas aussi de but en blanc comme ça sur le terrain. Ça veut dire que au préalable, il a reçu des informations que là, la zone est sécurisée, que vous pouvez venir. Et question de galvaniser les troupes, comme je l'ai dit, et renforcer les dispositifs déjà existants. Donc, il était de bonne loi que le président tchadien arrive sur place. Ok. Oui, non, je voulais juste ajouter que c'est une chose entendue que le président vienne parce que c'est... Mais n'oublions pas une chose, nous sommes tous, j'allais dire, dans la même région géographique de l'Afrique centrale, cette partie de l'Afrique centrale toujours en ébullition. N'oublions pas que non seulement la tradition tchadienne de ces dernières années a établi que le chef est au fond aux côtés des siens, mais le Tchad lui-même est un pays où les transitions ne se sont faites pendant des décennies que par cette voie de violence. Donc, des cavaliers du Nord qui descendent au sud, venir faire le coup de feu et puis repartir en emportant le pouvoir ou en s'y installant. Donc, voilà, ça n'est pas nouveau pour ce que nous suivons. Ok, ce n'est pas nouveau, merci. Nous poursuivons notre émission. Nous allons cette fois-ci aborder le deuxième sujet qui nous amène à la lancinante question de gestion des ordures ménagères. Face à la situation d'insalubrité qui se pose avec acuité dans la ville capitale, les initiatives des particuliers concourant à assainir certaines artères, avenues, commencent peu à être perceptibles. De l'avenue Pierre-Savognin de Brazzaville à Congo à l'avenue de France, en passant par celle de la Paix à Poto-Poto, force est de constater que les ordures ménagères ont été dégagées. Donc ça nous fait plaisir d'avoir enlevé la saleté. Là actuellement, l'avenue de France devient très visible. J'aimerais que ça puisse continuer partout, en fait, dans tout Brazzaville, dans toutes les communes. J'ai cherché place pour jeter les poubelles, là il n'y a pas de place. J'aime ça, mais si c'est propre ici, c'est bien. On a enlevé ça, c'est très bien, parce qu'il y avait des moustiques partout, de la maladie. Vraiment, on est très content qu'on a enlevé ça. Si ça continue comme ça, là, c'est très bien. Nonobstant ces efforts, beaucoup reste encore à faire pour juguler le problème d'évacuation des immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes, surtout en cette saison pluvieuse, rendant insupportable le quotidien des populations riveraines. À quelques encablures de la mairie de Filou, la situation laisse à désirer. Les ordures ménagères ne font que s'entasser. J'aimerais qu'on puisse enlever ces saletés. Ça gaspille le goudron et surtout que non, y a l'odeur qui sent. C'est pas bon pour la population. Pratiquement partout il y a la saleté, donc moi je souhaite qu'on puisse enlever ça. La route devient petite et surtout qu'il y a aussi des accidents. Moi je souhaite que premièrement ils sont en train de polluer la terre et l'air. Parce que comme ça, rien qu'en passant, quand on aspire l'air, là, la fumée, l'odorat, là, ça nous fait mal et ça donne la maladie. C'est dans ce ravin formé au quartier Kisundi Barrage
que des tas d'ordures collectées sur certaines avenues de Brazzaville sont déversées. Ce dépotoir pollue ainsi l'environnement. Les habitants peinent à supporter le parfum répugnant dégagé par ces ordures. Ce dépotoir nous empêche de dormir. Il faut avoir un cache-nez pour vivre ici. Nous souffrons énormément et même nos enfants ne sont pas épargnés par les odeurs répugnantes que renvoient ces ordures ménagères. Nous demandons aux autorités de trouver une solution à ce problème. La problématique de la gestion des déchets ménagers reste un défi auquel font face les populations de les grandes agglomérations du pays. Évidemment, la gestion des ordures ménagères se posera toujours avec acuité dans notre pays. Alors, Chikas, nous avons vu au début presque du mois d'octobre, les Brazzaville coulaient sous les ordures et ces derniers temps, on a constaté, on dirait que les choses semblent changer. Bon, pas vraiment parce que il y a un réel problème au niveau on va dire des deux villes parce que il n'y a pas que Brazzaville, il y a aussi Pointe-Noire puisque la société Averda déjà le contrat est arrivé à échéance et puis entre-temps il y a eu quelques jours, il y a peut-être de cela 2 semaines, le ministre le ministre délégué de la décentralisation et du développement local, juste Désiré Mondélé, demandait instruisait plutôt au maire d'arrondissement de pouvoir contribuer à l'assainissement de la ville, mais seulement les maires ou les mairies n'ont pas de moyens d'accompagnement. C'est ça le grand problème. Et moi, j'ai essayé de faire la ronde avec mon équipe de reportage récemment dans quelques mairies et vous constatez tous les engins sont en panne. Et lorsque nous sommes rentrés en contact avec quelques maires de la place, ils nous ont fait comprendre que non, mais ces engins, il faut déjà les réparer et c'est un coût de millions pour que ces engins travaillent et soient opérationnels. Donc, ce qui n'est pas du tout facile pour passer à l'acte, en fait, d'assainir les arrondissements. Mais est-ce que quand le ministre a donné l'instruction, n'était-il pas informé que les mairies n'avaient pas assez de moyens? Bon, être informé, bon, déjà, le pays est en crise, vous le savez, il y a un problème de financement et d'accompagnement des finances, mais il n'était pas informé, ou soit il était informé, mais c'est un mot d'ordre, donc je suppose que pour le ministre, il demandait au maire d'intervenir avec les moyens du bord. Mais les moyens du bord, justement, il faut, on le dit souvent, il y a un adage qui le dit, une mission des hommes des moyens. Lorsque vous confiez ces genres de missions, il faut nécessairement des moyens. Mais nous nous sommes interrogés, est-ce que réellement, c'est la même question également, quand le ministre l'avait demandé, il avait pris en compte cette question, ce problème de financement de matériel, et juste sur le terrain, le problème continue. Vous pouvez sillonner la ville, même le reportage l'a dit déjà, que les ordures, les immondices d'ordures sont toujours là, et c'est aux grandes dames des populations qui souffrent justement des odeurs nauséabondes. Ok, Albert, nous avons vu beaucoup d'ordures, mais est-ce que la situation ne semble pas actuellement se présenter? En fait, la situation n'est pas toujours grave ou elle est toujours à déplorer? Non, oui, elle est toujours à déplorer. Peut-être pas avec la même ampleur, la même gravité, parce que quand même, certaines mairies ont fait l'effort d'utiliser quelques-uns de leurs engins en dotation à la mairie pour dégager une partie des ordures avec les moyens du bord, comme on vient de le souligner. Tout n'est pas réglé. Tout va être réglé, sans doute, dans la bonne volonté de toujours. En plus, Averda va laisser place à une société turque, je crois, donc pour nous enlever les ordures ménagères, désormais. Alors, espérons que le changement de nom de la société ne voudra pas dire simplement changer une enveloppe. Clotaire, Albert a évoqué une nouvelle entreprise qui va
gérer les déchets. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que cette nouvelle entreprise apportera de la satisfaction? Mon souhait serait justement que cette nouvelle entreprise apporte une satisfaction pour ne serait-ce que la santé publique des Congolais. Parce qu'il faut rappeler une chose. Averda n'est pas la première entreprise qui est venue pour le traitement des déchets. Nous avions déjà eu dans ce pays Socema, qui avait entrepris justement de débarrasser la ville de Brazzaville, et on a vu comment est-ce que cela a fini. Comment est-ce que cela a fini? De la même manière que une trentaine d'années plus tard, avec Averda. Il y avait d'abord Avobra aussi. Il y avait Avobra pour Brazza également. Il y avait Avobra. Donc, après Socema, nous avons eu Avobra. Encore Avobra, c'était plus les ONG qui avaient travaillé là-dessus sur le GRET. Et puis, nous avions eu Pro Brazza, qui a fait venir du matériel et pour lequel ça a fini de la même manière. Aujourd'hui, nous avons Averda, qui subit la même gestion, ou plutôt les mêmes méfaits, du fait d'un manque de volonté politique de la part des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que nous le savions très bien que pour la gestion, par exemple, des déchets par Averda, qu'il y a un montant qui avait été fixé et que l'on prélevait auprès de chaque fonctionnaire pour la gestion d'Averda. Alors, Chika, si tu voulais compléter. Oui, j'allais compléter ce que M. Albert disait tout à l'heure sur l'état du mondisme qui a un peu diminué un peu partout dans certains quartiers, mais parce que la Direction générale de la sécurité présidentielle a été mise en contribution. Nous avons vu ces engins qui ont été déployés un peu partout. Le cas, par exemple, là, au quartier Nkombo et au centre-ville, proche, quand je parle du centre-ville, je vois le rond-point Mungali en allant vers Mukondo. Voilà, dans cette zone, c'est quasiment devenu un peu propre parce que la DGSP a usé de ses moyens pour essayer un peu de libérer ces immondices-là. Et donc, si on peut encore continuer à faire plus que ça, je pense que ça va diminuer. Le temps que la nouvelle société, comme on l'a dit ici, arrive et puis prenne les choses en main. Ok, le temps que la nouvelle société prenne le relais, les initiatives collectives, privées sont toujours les bienvenues pour délivrer la population congolaise de ces odeurs qui vont nuire gravement à leur santé. Je vous invite donc à une pause et nous allons nous retrouver par la suite.